chose que j'avais envie de vous présenter me demande un peu plus que 6 minutes, mais on va se caler, m'adapter. Je vais faire face à l'adversité. Le premier point que je voulais, sur lequel vraiment je veux insister, sur cette organisation réflexive, c'est que, pour moi, le cœur de la question, c'est la question de la reconnaissance. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'idée que la reconnaissance passe d'abord par les salaires. Pas tout à fait. C'est un élément de la reconnaissance qu'on y revienne. Si on ne comprenait pas pourquoi des gens, par exemple des instituteurs, je parle plus haut, alors attention parce que je ne peux pas refaire fort. Vas-y. On ne comprend pas pourquoi des instituteurs se sont tellement dévoués, y compris dans la Troisième République, dévoués à l'éducation de ces enfants de génération en génération. On n'a pas d'élément d'explication. Par contre, si vous avez en tête la question de la reconnaissance, alors ces instituteurs, vous voyez où est le moteur. La reconnaissance par les enfants, par les parents, par la société, du rôle d'instituteur, et vous comprenez où est le moteur de l'engagement. Ne faisons pas attention à être nous-mêmes, je dirais, un peu parasités par ce néolibéralisme qui met tout sur la monnaie et qui pense que l'économie se régule et se centrer sur les questions monétaires. J'insiste là-dessus. Bien entendu, les questions monétaires et financières sont des questions importantes sur lesquelles je vais revenir, mais ce n'est pas le cœur de l'affaire. L'économie, c'est d'abord le travail, la capacité individuelle et collective de contribuer à produire des biens et des services utiles aux autres et à la société. Si vous avez ça en tête, la centralité du travail, alors vous avez en tête l'essentiel de l'économie. Le travail est central en tant qu'activité. Et si vous donnez des espaces de reconnaissance de cette activité, d'une manière individuelle et collective, vous avez là le ressort essentiel de la démarche de transformation de notre société. Ne vous trompez pas. Si vous passez à côté de cette question, vous serez toujours impuissant. Malgré votre gentillesse, votre élan et votre générosité, vous serez impuissant à transformer le monde d'aujourd'hui. C'est mon premier point. Et cette organisation réflexive, ce n'est pas un groupe de parole, comme l'a très justement dit tout à l'heure Eric. C'est ça, Eric. Voilà, Eric. Ce n'est pas un groupe de parole, simplement. Oui, nous avons besoin, les uns et les autres, de mettre des mots sur ce que l'on vit. Oui, nous avons besoin d'interlocuteurs pour pouvoir exprimer ce qui est interne à nous. Oui, nous avons besoin des autres pour, dans l'expression, dissocier ce que l'on est de ce que l'on fait. Oui, nous avons besoin de mettre des mots. Mais ces mots doivent être confrontés à des enjeux de connaissance, de doctrine, de pertinence, de concept. C'est-à-dire d'un appui avec un système de connaissances venant de l'expérience et de la recherche. Ce ne sont pas simplement quelque chose qui est issu de la simple expérience. Ce n'est pas de la maïotique. Ce n'est pas simplement l'expérience du quotidien. C'est la confrontation de cette expérience du quotidien avec des éléments plus conceptuels, plus exigeants par certains côtés, qui viennent, eux, et de l'expérience et des confrontations théoriques de recherche, qui n'est pas la propriété uniquement des académiques. Vous pouvez faire les uns et les autres de la recherche, c'est-à-dire de vous intéresser à la production de questions nouvelles et de concepts nouveaux. C'est le deuxième point. L'organisation réflexive, ce n'est pas simplement un groupe de parole, c'est un groupe dans lequel cette parole est confrontée. Confrontée, c'est-à-dire un certain type d'exigence. Non démagogique, non suiviste, à des questions plus dures, qui relèvent de dimensions conceptuelles et méthodologiques, que j'appelle de doctrine. Le troisième point des groupes réflexifs, c'est que ça demande une exigence temporelle. Ça s'institue dans les organisations. Ce n'est pas 2 heures par-ci, 2 heures par-là. C'est au moins 20% du temps de travail. Et encore pour certaines professions, comme par exemple les accompagnateurs et les consultants, c'est 40% du temps de travail. Comment voulez-vous apporter des choses pertinentes si vous ne passez pas au moins pratiquement la moitié de votre temps à comprendre ce que vous faites et la pertinence de ce que vous dites? Quelle est la conscience professionnelle de personnes qui n'arrêtent pas d'accompagner sans qu'eux-mêmes prennent le temps de travailler, de réfléchir à ce qu'ils font? 40%, je vous le dis, de temps. Mais une entreprise industrielle, lorsqu'elle fait des investissements matériels, vous croyez qu'elle réserve que 5 ou 2% de son budget à l'investissement? Mais non. Toutes les études macroéconomiques montrent qu'il y avait au moins 20% de la valeur ajoutée qui était dans l'investissement. Eh bien, c'est au moins 20% du temps dans les investissements immatériels.
Et donc, cette organisation réflexive, elle est exigeante. Elle est exigeante en termes d'intégration. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien entendu. Mais ce n'est pas un à côté, ce n'est pas quelque chose pour faire plaisir, ce n'est pas seulement, bien sûr. C'est le premier point. Mais ça, si vous voulez, pour pouvoir donner finalement des réponses fondées aux questions qui vont surgir de cette organisation réflexive, il faut arriver à pousser ces questions jusqu'à la question des modèles économiques. C'est-à-dire qu'il faut être en accord sur l'idée que derrière ce qui se joue dans le travail se profile l'émergence d'un nouveau modèle économique. Si vous passez à côté de l'exigence d'un nouveau modèle économique, si vous pensez qu'on peut pas continuer avec le même modèle économique, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Les ruptures fondamentales de ces dernières années sont centrales. Ils nous obligent à inventer un nouveau modèle économique. Le nouveau modèle économique, ce n'est pas simplement un problème monétaire. C'est plus complexe. C'est à la fois, est-ce que l'on fait utile, s'interroger sur la pertinence des services, s'interroger sur la pertinence des biens. Est-ce que les biens bio ont, au-delà de côté nutritif, une fonction de santé, une fonction culturelle, ce que j'appelle une multifonctionnalité, c'est-à-dire qu'au-delà de la dimension nutritive, ce que vous faites dans les maraîchages, dans la façon dont vous produisez ces biens, ils ont en fait une autre portée que la simple portée alimentaire au sens strict du terme et nutritive. Ils ont en réalité une portée beaucoup plus profonde, beaucoup plus essentielle, qui renvoie à ce que j'appelle la grande fonctionnalité de la vie. Arrêtons de produire des biens, intéressons-nous au ressort de la vie. Et là, à travers l'alimentation, interrogeons-nous sur le fait que les services que nous produisons, à travers ces biens, sont aussi d'autres services qui peuvent aller jusqu'à découvrir la région, découvrir comment fonctionne, comme tu viens de nous l'inviter, par un tour dans le jardin, découvrir les autres. On pourrait dire une forme de tourisme complètement rénovée, par l'intérêt, la curiosité aux autres. En d'autres termes, ce qui est en jeu ici, c'est de s'interroger sur, à partir d'un bien qui a l'air à peu près banal, finalement des carottes bio ou pas, c'est pas si banal que ça, mais qu'à apparence c'est banal, en réalité se joue toute une série d'autres services. Si vous valorisez, et le cinéma, vous le révélez, je ne sais pas ton prénom, excuse-moi, j'ai pas... Arthur, c'est vachement bien ce que tu as dit, mais c'est pas une anecdote. Si on ne prend pas le temps de révéler ce que l'on fait, d'apporter ce que l'on fait, nos interlocuteurs ne peuvent pas comprendre. Et donc, si on veut faire bouger nos interlocuteurs dans les institutions d'État, c'est pour ça que je suis un tout petit peu méfiant sur le plaidoyer. Ça dépend comment on s'y prend. Parce qu'il faut s'interroger aussi pourquoi nos interlocuteurs dans l'État, dans les administrations, sont eux-mêmes en difficulté et ne comprennent pas ce que l'on fait. Et si on se préoccupe, c'est ça la coopération, si on se préoccupe des contraintes des autres, si on se préoccupe des contraintes de nos interlocuteurs, alors nous trouvons d'autres voies, de formes de coopération, avec des gens que nous sommes en capacité d'identifier à la directe, au département, à la région ou ailleurs, pour pouvoir coopérer avec vous, avec nous. En d'autres termes, la question de l'État n'est pas monolithique. L'État est quelque chose qu'il faut reprendre dans sa diversité, développer ce que j'appelle la stratégie du cheval de Troie. C'est-à-dire regarder à travers cette muraille qui nous apparaît absolument impossible, où sont les failles, où sont les entrées possibles. Et à travers cette faille, cette intelligence qu'on a collectivement, ce sens de la technique, de la sens de la tactique, le sens de l'opportunité, au sens fort du terme, alors on peut trouver des formes de coopération qui débloquent toute une série de situations. Et quand on fait des retours d'expérience, comme votre coopération à tous les deux, quand on voit qu'il y a le champ des possibles, et c'est ces champs des possibles qu'il faut mettre en avant, c'est ces champs des possibles qu'il faut développer, sur lesquels construire alors les plaidoyers. Ça demande, deuxièmement, un autre modèle de convention. Tu n'es qu'au deuxième point? Oui, non, deuxième point. Je vais en faire que deux. Je vais en faire que deux. Et après, je vais en faire que deux. Ça demande une autre forme de convention. Ce qui est intéressant, Dominique a évoqué ça tout à l'heure, sur la question du rapport, ce qu'il appelle les mangeurs. D'autres disent les clients, d'autres les membres de vos associations. Nous devons créer des conventions, sortons du marché. Essayons de nous sortir de ce truc qui nous abîme les idées, qui nous aliène, de penser que tout est marchand, que tout passe par les marchés. Essayons de nous dégager de la logique du marché. Et essayons de créer avec les autres des conventions d'engagement. Des conventions d'engagement qui ont une dimension monétaire, c'est-à-dire qui vont permettre aux mangeurs, aux associés, on va dire, on va participer au panier sur 1, 2, 3 ans.
mais aussi un engagement qui est un engagement physique, collaboratif, au sens de coopératif, en disant on va en même temps être les ambassadeurs dans nos métiers, on va être des ambassadeurs, qui est une autre forme de travail commercial, si vous voulez, complètement revisité. On va participer à la logistique, c'est-à-dire on va avoir, au-delà de l'engagement monétaire, un engagement citoyen dans la démarche des jardins. Et à ce moment-là, c'est d'un autre type de convention. Arrêtons d'être pollués dans nos têtes, aliénés au marché, aliénés à la pensée du marché marchande. Concevons d'autres, peut-être au début, d'autres espaces très minoritaires, avec un peu de nombre, peu de personnes. Mais c'est ça qui est porteur d'avenir. C'est ça qui va permettre de créer des conditions dans lesquelles alors le revenu s'opère sur de nouvelles bases. Comment voulez-vous augmenter les salaires ici par rapport aux maraîchers si vous ne changez pas les conditions de votre revenu? Comment voulez-vous pouvez faire toutes les conventions collectives que vous voulez. De toute façon, l'argent, il ne passe pas dans vos poches, vous les directeurs et les directrices. Et donc, avec quoi vous allez augmenter les salaires? Vous ne pouvez rien faire si vous ne pensez pas à un autre type de revenu. Je travaille avec les catadores au Brésil, 300 associations de catadores qui sont des chiffonniers. Comment voulez-vous que les chiffonniers du Brésil trouvent les moyens d'augmenter leurs revenus si derrière on ne trouve pas des nouveaux rapports aux habitants, au territoire, avec des nouveaux services qui recomposent la question du revenu? Bien entendu, le salaire est une question importante, mais on ne peut pas la prendre comme première. Là, pour la prendre, il faut la prendre comme une résultante d'une action autre, différente, dans des formes d'engagement renouvelées et de services utiles à la population, au territoire. Là, vous allez poser autrement la question monétaire et financière, et vous allez poser autrement la question du financement des investissements. Je ne dis que ça, Dominique, il ne faut pas aller trop loin. Et ça m'invite à dire au troisième point, c'est la troisième partie de ce que je voulais dire, en dehors du modèle économique, c'est qu'il faut trouver des formes, et c'était toutes les dernières questions qui étaient passionnantes sur comment est-ce qu'il faut les préparer à la dureté du marché du travail. En gros, est-ce qu'il faut les adapter au capitalisme tel qu'ils sont, ou est-ce qu'il faut engager des logiques de transformation et trouver du coup de nouveaux partenaires? C'est engager dans les territoires, trouver des nouveaux partenaires. Il y a des entreprises, des PME, il y en a pas mal, qui travaillent avec nous aussi, qui sont dans cette idée de changer de modèle économique, qui ont bien compris qu'on ne peut pas rester dans une posture exclusive telle qu'elle l'est aujourd'hui. On peut trouver des partenaires dans les territoires avec lesquels construire des écosystèmes coopératifs territorialisés. C'est-à-dire ici, des gens avec qui coopérer, qui peuvent donner un avenir différent aux gens que vous formez et que vous accompagnez pour qu'ils s'insèrent par l'économique. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités de coopération dans les territoires qui sont très importantes. Quand j'entends territoire, je n'entends pas collectivité territoriale, j'entends les acteurs du territoire. L'ensemble des acteurs avec lesquels vous pouvez devenir des projets. On discutait à table à midi avec Timothée, je ne sais plus ton prénom, excuse-moi, hein? Sylvie aussi, sur un village, avec toi aussi, sur un village en Beauce, avec un petit village, et toute la question de savoir comment on construit un projet collectif, un tiers-lieu. On s'en fout que ça s'appelle tiers-lieu. En tout cas, ce qui est important, c'est le mouvement que ça engage, et le mouvement de création d'activités et derrière d'emplois, sur lequel on peut discuter de la pertinence des emplois. Donc, insérez votre dynamique dans des écosystèmes coopératifs territorialisés, c'est-à-dire dans une perspective, en fait, politique. Pas politicienne, politique. Ce que j'appelle la démocratie sociétale. C'est-à-dire dans nos responsabilités politiques, sociétales, d'organismes comme le nôtre ou comme le nôtre. On ne peut pas déléguer tout le temps aux élus la responsabilité dans laquelle nous vivons. Et donc, il y a ici un engagement dont il faut qu'on parle, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais ça fait partie de quel plaidoyer? Parce que je suis d'accord, bien entendu, qu'à un moment donné, dans cette démocratie sociale, il y a besoin de plaidoyer. Et on a besoin de renouveler le dialogue avec les institutions publiques. Tu l'as engagé, Timothée. On a besoin de faire ça. Et on a besoin d'avoir plusieurs expériences. Et de nous mettre ensemble aussi pour qu'un certain nombre de nos interlocuteurs financiers soient en capacité de répondre positivement à nos demandes. Je trouve que votre idée d'AMI que j'ai découverte hier, moi, elle me passionne. Je veux absolument qu'on creuse ça ensemble. En tout cas, on voit bien que vous reprenez, vous inversez complètement le système. Vous avez ici une innovation institutionnelle majeure. Majeure, on va la creuser. Majeure. Moi, je la sens. Je la sens. Merci. Merci.